Je vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation et je vous dis toute mon admiration pour votre capacité d'analyse et de recherche. Et vos livres sont passionnants. Je vous recommande à tous La démocratie des crédules, ou Comment les idées fausses se répandent, qui vous donnera beaucoup d'informations sur les phénomènes actuels et les grandes questions de notre société qui n'arrivent pas à se résoudre parce que je vous laisse la parole pour expliquer pourquoi. Mais en tous les cas, merci encore et bravo. On a besoin de gens comme vous et ils sont trop rares. Nous sommes donc très honorés de votre présence ici parmi nous. Merci, Monsieur Bronner. Merci beaucoup. Après un tel éloge, je vais avoir du mal à parler sereinement. Merci d'abord de votre invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir exposer certaines idées et discuter sur toutes ces idées avec des esprits éclairés. Perplexité, oui, moi aussi, je suis saisi d'une certaine perplexité, lorsque j'observe le monde contemporain. Pourtant, j'espère, parce que je suis de nature optimiste, j'espère ne pas vous inspirer seulement du pessimisme, même si le diagnostic que je propose de la situation contemporaine est guère encourageant, c'est vrai. Mais il y a ça nourrira peut-être notre conversation ensuite, il y a tout de même quelques pistes pour demeurer optimiste lorsqu'on se sent démocrate et qu'on croit un peu en l'avenir, comme c'est mon cas. Mais perplexité d'abord, oui, parce que, évidemment, on aurait pu croire qu'avec le progrès de la connaissance, l'augmentation du niveau d'études, qui sont autant d'éléments tangibles, même statistiquement repérables, le progrès de la démocratie, le progrès de la technologie, on aurait pu progresser en quelque sorte vers les rivages d'une démocratie qu'on pourrait dire une démocratie de la connaissance. Or, l'observation même très brève de notre espace contemporain montre qu'il n'en est rien. Théorie du complot, croyances technophobiques, résistance aux propositions de l'orthodoxie de la science, populisme, démagogisme semblent s'être emparés et de façon durable de l'espace public. On peut le voir à certains indices. Et donc d'une façon générale, ce qui a semé ma perplexité, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, La démocratie des crédules, c'est le sentiment d'un paradoxe contemporain. Encore une fois, celui qui voit l'augmentation généralisée du niveau d'études, le progrès effectif de la connaissance et en même temps, parallèlement, l'insistance, la persistance de ce qu'on peut appeler l'empire de l'erreur. L'empire de l'erreur et l'empire des croyances. Alors, pourquoi ? D'abord, lorsqu'on veut comprendre bien les choses, la relecture des grands classiques est toujours utile et celle de Tocqueville, par exemple, est très utile. Et en particulier, Tocqueville faisait remarquer, à juste titre, que toute société de la connaissance était et c'est notamment le cas des démocraties qui sont fondées sur le progrès de la connaissance, elle implique mécaniquement une division de la connaissance. Entendez par là que, par exemple, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il est possible pour un esprit bien instruit d'englober la totalité des connaissances physiques, par exemple, de son temps. Aujourd'hui, même un physicien très compétent ne peut pas englober la somme des connaissances de la science physique. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement la division intellectuelle de la connaissance. Il n'y a rien là très mystérieux, mais vous comprenez bien que l'augmentation de la division intellectuelle de la connaissance, elle fait progresser mécaniquement la nécessité de croire par délégation. C'est-à-dire que je suis obligé de m'en remettre à la compétence d'autrui. Ça veut dire que plus il y a de connaissances générales, plus la part de ce que moi, je peux connaître par rapport à ce que l'on sait, elle va diminuant. C'est une équation presque mathématique. Bon. Ce qui signifie que, puisque les démocraties sont fondées aussi sur les progrès de la connaissance, sur l'innovation technologique et scientifique, elles rendent nécessaire le sentiment de confiance et de croyance par délégation. Or, précisément, ce qui est grippé aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, c'est le sentiment de confiance. Nous sommes, on parle sans cesse de crise, etc. La crise est sans doute multiple, mais s'il y a bien quelque chose qui est certain, c'est que les démocraties, et pas seulement la France, même si la France, je dois dire, est une plateforme d'observation tout à fait idéale dans le domaine, nous sommes confrontés à une forme de crise de la confiance, puisque on est bien obligé de se fonder sur les sondages quelquefois pour avoir une idée, disons, de ce qu'est la pensée collective. Les sondages montrent mois après mois, année après année, qu'il y a une forme de méfiance, voire de défiance, notamment des Français, à l'égard du politique. Je ne vous l'apprendrai pas, et là, de ce point de vue, l'actualité est un peu cruelle, même si, d'une certaine façon, cette mise en scène de l'actualité dit beaucoup de sillons narratifs qui étaient déjà préalablement creusés.
Mon livre est presque déjà obsolète puisque je cite un sondage dans l'introduction qui dit que, grosso modo, 30% des Français considèrent que les hommes politiques sont globalement malhonnêtes et les récents sondages montrent que ce chiffre a évidemment explosé. Alors c'est peut-être un épiphénomène dû à l'affaire Cahuzac, mais voilà, on sent bien qu'il y a un sillon de méfiance qui se creuse et cette méfiance, elle a toujours existé en démocratie, si vous voulez, la méfiance vis-à-vis du pouvoir, mais cette méfiance, elle a aujourd'hui touché aussi bien les médias. Songez que la source d'information principale des Français, ça reste la télévision aujourd'hui, et pourtant, il n'en est plus d'1 sur 2 qui considèrent que globalement, on leur ment à la télévision. Si vous ajoutez la méfiance profonde que les Français ont pour l'industrie, pour l'expertise scientifique, etc., etc., vous avez là une situation de crise qui est particulièrement inquiétante pour les raisons que je vous ai dites, parce que précisément la démocratie, je dirais l'atmosphère respirable en démocratie tient sur le fait d'accepter de déléguer non seulement son pouvoir, par exemple, à un député, mais aussi sa connaissance, parce qu'on ne peut pas savoir tout ce que produit la connaissance actuelle. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je ne peux pas évidemment faire un descriptif exhaustif du problème pour qu'on puisse avoir le temps de discuter, mais je dirais à grands traits qu'il y a, à mon avis, 3 grands axes qui expliquent cette situation. Et probablement beaucoup d'autres éclairages sont possibles. Mais le premier est celui qui est le plus évident, mais qui implique des conséquences qui n'ont pas encore bien été mesurées, c'est ce que j'appellerais la révolution sur le marché cognitif, c'est-à-dire sur le marché de l'information. Cette révolution, elle est notamment due, et là aussi je vais dire des choses assez banales finalement, elle est notamment due à l'apparition d'Internet à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui est véritablement une révolution historique dans l'histoire de l'homme. Et nous en sommes les contemporains, nous en sommes les témoins. Pourquoi cette révolution, elle est absolument historique ? Tout d'abord, il y a 2 points qui sont fondamentaux. Premièrement, c'est le nombre d'informations qui sont disponibles désormais dans l'espace public. Il y a une massification, un développement, disons, exponentiel du nombre d'informations qui sont disponibles dans l'espace public. Songez par exemple qu'on a produit plus d'informations au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg sur la Terre. Qu'en 2005, on a produit 150 exabits de données, c'est-à-dire beaucoup de zéros. C'est un chiffre à proprement parler cyclopéen, mais qu'en 2010, 5 ans plus tard, on en a produit 8 fois plus. Évidemment, cette disponibilité de l'information dans l'espace public, elle ne peut qu'avoir un impact très fort. Alors on pourrait dire, c'est pas grave, ça peut avoir un impact surtout positif. Ça veut dire qu'on va multiplier les opportunités d'avoir de l'information de qualité. Oui et non. Oui, c'est vrai que ça multiplie les opportunités d'avoir accès à des informations de qualité, techniques, etc. Mais non, ce ne sont pas forcément ces informations-là que les citoyens, je dirais, ordinaires vont aller chercher. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Mais d'abord, je dois vous expliquer aussi le deuxième point, qui est aussi très banal, je vais rien vous apprendre. Cette révolution sur le marché cognitif, c'est-à-dire ce que j'appelle le marché cognitif, c'est un marché des idées, de l'information, où on peut aussi bien trouver des croyances que des connaissances scientifiques, la proposition orthodoxe de la science, et tous ces produits cognitifs sont en concurrence sur ce marché. Il y a une offre, il y a une demande, et la question est de savoir, dans cette concurrence effrénée auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et qui crée une sorte de labyrinthe mental pour la plupart de nos contemporains, où trouver la bonne information, dans cette concurrence, qui l'emporte ? Les produits frelatés, les rumeurs, les théories du complot, les idées douteuses, ou au contraire les propositions bien assises, bien argumentées, et sur des sujets techniques, par exemple OGM, gaz de schiste, nucléaire, les propositions de l'orthodoxie de la science. C'est ce genre de questions que je me suis posé, puisque c'est un marché. Quel est le produit qui va être le plus acheté, entre guillemets, par nos contemporains ? En d'autres termes, quel est celui qui est le plus attractif ? Donc le deuxième point qui est fondamental de cette révolution sur le marché cognitif, c'est une révolution de l'offre. Internet, c'est un marché de l'offre. Auparavant, pour offrir une idée, pour faire une proposition sur le marché cognitif, il y avait ce qu'on appelait les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui gardaient la porte, l'entrée, c'est-à-dire les journalistes, des gens comme vous, des gens comme moi, les universitaires qui peuvent écrire des articles, qui peuvent avoir accès à la radio, à la télévision. Bref, la porte était relativement étroite. Et on peut considérer ça comme assez peu démocratique. On pourra revenir, c'est pour ça que mon livre s'appelle « La démocratie des crédules ». C'est qu'il y a quelque chose de profondément démocratique dans ce qui est en train de se produire. Je dirais que la démocratie souffre d'une maladie génétique. Une maladie qui a toujours existé, mais qui n'avait pas pu encore donner la mesure de toute l'ampleur des effets pervers qu'elle peut créer parce qu'elle n'en avait pas les moyens technologiques. Mais aujourd'hui, nous y sommes. C'est pourquoi les démocrates doivent absolument réfléchir à ce carrefour
je dirais, civilisationnelles auxquelles nous sommes confrontés. Donc, 2 points fondamentaux de cette révolution. La révolution de l'offre, n'importe qui aujourd'hui peut offrir quelque chose sur ce marché cognitif, une idée. Les portes sont grandes ouvertes, si je puis dire, et il y a même la possibilité, évidemment, alors d'écrire un blog, et les réseaux sociaux ont encore amplifié ça, puisque vous pouvez, même si vous ne maîtrisez pas très bien la langue, vous pouvez au minimum vous exprimer sur Facebook en disant, par exemple, « je like ». Le like sur Facebook, c'est déjà une expression minimum. Alors, ces 2 points vont créer un certain nombre d'effets pervers que je vais décrire très rapidement. Auparavant, les rumeurs, les croyances, elles se répandaient surtout par l'oralité, par le bouche à oreille. Ce qui veut dire, par exemple, vous aviez des rumeurs du type, je sais pas, la marque de cigarettes Marlboro était affiliée, disait-on, au Ku Klux Klan. Et quel était l'argument? Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire un peu bizarre. Quel était l'argument? C'est simplement que le paquet de cigarettes était blanc avec 3 formes, on pouvait dire 2 cas, si on avait un peu d'imagination, rouges. Donc 3 cas rouges, forcément Ku Klux Klan. Vous comprenez que c'est pas très convaincant comme histoire. D'ailleurs, si on connaît cette histoire, on se l'est raconté un peu comme une histoire drôle, sans y croire vraiment tout à fait. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que les histoires drôles, qui de la même façon que les rumeurs se déploient dans l'espace public sur la base du bouche-oreille, sont souvent des histoires très courtes. Pourquoi elles sont très courtes? Parce que vous ne pouvez pas mémoriser de très longues histoires. Ce qui veut dire que jusqu'à un certain point, les croyances ne pouvaient pas s'adosser à des systèmes argumentatifs très épais et donc très convaincants. Internet a changé complètement la donne. Internet permet par le système du copier-coller et à propos de n'importe quelle idée de générer ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire un nombre d'arguments qui sont quelquefois très techniques et du coup qui peuvent paraître très convaincants. Prenez par exemple, un exemple que je prends souvent, les mythes du 11 septembre, ceux qui affirment que c'est la CIA qui a créé les attentats du 11 septembre. Eh bien, une de mes étudiantes a montré qu'on trouvait plus de 100 arguments en faveur de cette mythologie du complot. Certains relèvent de la physique des matériaux, d'autres relèvent des cours de bourse, certains relèvent d'arguments avant le 11 septembre, il y aurait eu des courses de bourse un peu étranges qui voudraient dire que les choses étaient prévues à l'avance, d'autres relèvent de questions sismologiques, etc., etc. Chaque argument est très faible en réalité. Chaque argument est facilement, on peut le défaire facilement, mais quand vous en avez une centaine qui relèvent de compétences extrêmement diverses, eh bien il est très dire pour quelqu'un de défaire chacun de ces arguments, quelqu'un d'un peu raisonnable. Et ce qui fait que les croyants arrivent à instaurer des argumentaires qui sont extrêmement intimidants désormais. Et ça, ce que je viens de vous dire sur la question du 11 septembre, c'est vrai sur les OGM, c'est vrai sur toute une série de gisements technologiques qui pourraient bénéficier à notre pays par exemple, mais auxquels nous ne pouvons pas avoir accès parce que précisément il existe maintenant des argumentaires d'intimidation. Parce que si vous voulez, par exemple, convaincre quelqu'un que les OGM, laissons de côté la question de la dissémination, qui est un peu complexe, mais est-ce que c'est dangereux pour la santé, par exemple? Est-ce qu'il est dangereux de consommer les OGM qui sont déjà mis sur le marché pour la santé? Il faut pour cela aller consulter les state of art sur cette question. Il y a des milliers d'articles, contrairement à ce que disent les donneurs d'alerte qui disent qu'on n'a pas encore de recherche sur cette question. Non seulement on a beaucoup de recherches sur cette question, mais on a aussi beaucoup d'expérience, puisque c'est depuis une quinzaine d'années, certains pays ont produit et consomment ces OGM. Mais il suffira d'une seule expérimentation, aussi douteuse soit-elle, songeons à ce qui s'est passé par exemple en septembre 2012, avec la une du Nouvel Observateur, et puis tout ce qu'on a dit dans la journée sur « ça y est, c'est sûr, les OGM sont des poisons, c'est dangereux ». En réalité, cette expérimentation a été démontrée comme très faible, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en raison notamment, pas seulement, mais aussi en raison de questions statistiques, mais pourtant, désormais, vous avez là un argumentaire qui est disponible. Alors, si vous cherchez à savoir sur quoi va tomber quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui ne sait pas encore, par exemple sur le 11 septembre, ou sur les OGM, ou sur même l'astrologie, ou les pouvoirs de l'esprit, prenez n'importe quelle croyance, aussi farfelue soit-elle, ou éventuellement aussi convaincante soit-elle. Eh bien, vous servez du moteur de recherche Google, c'est ce que j'ai fait, vous faites un test, vous pouvez le faire après cette petite allocution. Et vous regardez les 30 premiers sites qui sont proposés par Google, en tapant par exemple astrologie, ce mot-là, ou monstre du Loch Ness, si vous voulez. 30 sites parce que c'est généralement, les enquêtes montrent qu'on ne va pas au-delà d'une trentaine de sites. Et 30 sites, c'est déjà beaucoup, c'est les 3 premières pages de Google. Mais admettons, vous voyez, on prend de façon maximaliste, eh bien on s'aperçoit qu'entre 70 et 80% des sites qui développent une argumentation sont des argumentations favorables à la croyance.
Ce qui veut dire qu'un indécis, quelqu'un qui ne sait pas, et après tout, pourquoi jeter la pierre à nos contemporains? C'est vrai que c'est difficile de se faire une idée sur le gaz de schiste, par exemple, sur les OGM, sur les réels dangers du nucléaire, potentiellement, sur les vaccins. Question qui me préoccupe beaucoup, parce que quand on parle de théories conspirationnistes ou savoir si, par exemple, Barack Obama a été téléporté sur Mars, comme certains l'ont affirmé, ou si Michael Jackson vit encore, ce sont des exemples que je traite dans mon livre, c'est anecdotique, c'est amusant, mais c'est anecdotique, ça n'a pas beaucoup de conséquences négatives sur la vie sociale. Mais quand ces croyances, par exemple, touchent la dangerosité potentielle des vaccins, et qu'on observe une réduction de la couverture vaccinale dans notre pays, sur la rougeole et l'hépatite par exemple, on sait, et là la réalité épidémiologique est cruelle, que ça va provoquer pour les prochaines générations mécaniquement des milliers de morts. Donc on ne peut pas dire que c'est croyant. Ce sont des morts invisibles. Personne ne va s'en indigner évidemment. Ce ne sont pas comme des morts directes, ce sont des morts en quelque sorte indirectes, mais ce sont bien des morts créées par cet empire des croyances. Si l'on compte, donc il y a cet effet-là, cet oligopole cognitif que peuvent créer les croyants. Le deuxième aspect, je vous l'ai dit, c'est les argumentaires de plus en plus épais. Je prenais l'exemple de Michael Jackson. Est-ce que Michael Jackson est mort? Eh bien, vous trouvez des dizaines d'arguments pour défendre cette thèse. Ce n'est pas une thèse nouvelle, on a dit qu'Elvis Presley n'était pas mort, on a dit que Marilyn Monroe, etc. Mais vous aviez très peu d'arguments à l'époque. On l'avait vaguement vu, ou James Dean, on l'avait vu, etc. Mais c'était très maigre. Aujourd'hui, allez voir sur Michael Jackson, vous verrez le nombre d'arguments qui existent sur cette question. Je ne dis pas que c'est convaincant, je dis que l'ensemble, voilà, qu'est-ce que ça crée chez nos contemporains? Ça ne crée pas forcément des croyants inconditionnels, mais ça crée des gens qui disent « tout n'est peut-être pas faux ». On nous cache quand même des choses. Il n'y a pas de fumée sans feu, etc. etc. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'était le nom de l'association toulousaine qui s'était créée au moment de l'affaire Allègre-Baudis. Vous vous rappelez? Une affaire exemplaire pour montrer qu'il peut y avoir beaucoup de fumée parfois et pas de feu du tout. Et une fumée qui crée des dégâts considérables évidemment pour les personnes qui sont incriminées et qui n'ont en l'occurrence rien à se reprocher. Le troisième aspect, et qui vient d'être illustré magnifiquement, si je puis dire, ou de façon un peu morbide, c'est la rapidité désormais avec laquelle le marché de l'information peut créer des rumeurs. Auparavant, ou toutes sortes de croyances, par exemple théorie du complot. Avant, comme ça se passait par le bouche à oreille, il fallait des semaines, voire des mois pour qu'un mythe se crée. Il y avait un temps d'incubation. Et comme l'actualité étant ce qu'elle est, une actualité en chassant une autre, généralement, ça n'intéressait plus personne, donc le mythe ne se créait même pas. Il commençait à émerger, puis il disparaissait. Mais aujourd'hui, comme il y a une rémanence de l'information sur Internet et il y a un temps de réaction beaucoup plus rapide, vous avez des mythes du complot qui émergent la journée même où se sont passés des drames. Dans mon livre, je donne l'exemple d'Haïti, du tremblement de terre d'Haïti et de l'idée selon laquelle c'est les Américains, qui auraient toujours les Américains de toute façon pour l'instant, ce sera bientôt les Chinois, mais pour l'instant, ce sont les Américains, la CIA. Ce serait la CIA qui aurait créé une arme terrible pour créer des tremblements de terre, etc. Une arme qui s'appelle ARP. Je passe sur les détails, puisque l'actualité récente vient de nous donner un autre exemple, les sinistres attentats de Boston. Le jour même, il y avait déjà 4 théories du complot. On avait vu un homme sur le toit. Grâce à ces prothèses visuelles que nous avons, c'est-à-dire les appareils photo en l'occurrence, et la possibilité que nous avons d'enregistrer un segment du réel et de le rendre public, puisque moi aussi j'ai le droit de dire, donc c'est la révolution sur le marché cognitif, n'importe qui peut offrir une information, donc je prends en photo un homme qui était par hasard sur le toit au moment des attentats et je dis tiens, c'est bizarre. Deuxièmement, je remarque qu'un des hommes qui a eu la jambe arrachée ressemble à un militaire qui aurait eu la jambe arrachée en Afghanistan, et donc c'est peut-être un militaire comédien qui s'est placé dans la foule pour faire croire. Oui. Tout ça est évidemment saugrenu, mais cet élément ajouté à cet autre, forme ce que j'appelle les millefeuilles argumentatifs. Encore une fois, oui, c'est peut-être un peu bizarre cette idée, mais l'ensemble ne peut peut-être pas être tout à fait vrai. Et c'est ça le grand jeu des croyants aujourd'hui, c'est d'ajouter, et même quelquefois ces arguments, ils se contredisent les uns les autres. Si vous allez sur le site de Greenpeace par exemple, et que vous vous intéressez à n'importe quelle question, vous verrez que sans vergogne, ils sont capables de défendre des arguments qui sont auto-contradictoires. Vous ne pouvez pas défendre cet argument-là, et par exemple, vous ne pouvez pas défendre l'idée de la décentralisation énergétique et la réduction des lignes à très haute tension, du nombre de lignes à très haute tension. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes pour la décentralisation, soit vous êtes pour la réduction des lignes à très haute tension. C'est impossible de faire tenir les deux normalement. Mais dans la même phrase, ils sont capables de défendre les deux thèses. C'est pas grave, il faut creuser un sillon narratif.
Ça, c'est pour la révolution sur le marché cognitif. Je vous ai dit qu'il y a 2 autres aspects, je vais aller beaucoup plus vite sur ces points, qu'on puisse avoir le temps de discuter. Le deuxième point, vous l'aurez remarqué, c'est que parallèlement, je ne crois pas qu'il y ait un rapport, si ce n'est un rapport technique, c'est-à-dire que les conditions technologiques rendent possible ce deuxième point beaucoup plus facilement, c'est les revendications en termes de démocratie délibérative et participative. Il y a 3 grands points je dirais, du triumvirat démocratique. J'ai le droit de savoir. C'est le principe de transparence qui est en train de nous envahir et c'est difficile de contester. Pourquoi est-ce que moi je le saurais et pas toi, qui est mon contemporain? J'ai le droit de savoir, j'ai le droit de dire, c'est la révolution sur le marché cognitif, j'ai le droit de participer à la création de la connaissance, etc. Et j'ai le droit de décider. C'est le 3e axe du triumvirat démocratique. Et ce « j'ai le droit de décider » fonctionnait assez bien jusqu'à présent. On déléguait une partie de son pouvoir à, par exemple, un député dans sa circonscription. Bon, il paraît que les circonscriptions avaient été conçues à l'époque pour pouvoir faire le tour de la circonscription à pied, je ne sais pas, donc on pouvait aller voir son député, où qu'il se trouve, c'est évidemment purement théorique, mais voilà. Donc il y avait quelque chose de cet ordre, et aujourd'hui, à tous les niveaux, il y a une revendication de la participation à la décision politique. Là aussi, ça peut avoir beaucoup d'aspects tout à fait réjouissants. Et puis, on peut se demander aussi que ce qui est bon du point de vue des principes, est-il toujours bon du point de vue des conséquences? Et là, je suis absolument effaré, je dois dire, que tous ceux qui prennent, d'ailleurs, je participerai à France Culture à un débat sur ces questions avec des gens avec qui je ne suis pas tout à fait d'accord, tous ceux qui prennent position sur ces questions de démocratie participative ne le font qu'au nom du bien et du mal. La démocratie serait bonne, et je suis d'accord avec ce principe, donc tout ce qui serait démocratique serait bon. Et je ne suis pas d'accord avec ce principe. Je pense que c'est un paralogisme. La démocratie est bonne, oui, mais il ne s'agit pas de mettre de la démocratie partout pour que ça soit bon. Par exemple, je ne serais pas tellement d'accord pour qu'on vote sur la valeur du chiffre pi. Ça me semble un peu absurde. Ça peut sembler drôle, mais c'est ce qui est en train de se profiler, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il y a des demandes, notamment au CNRS, de ce qu'on appelle la science citoyenne, c'est-à-dire la volonté d'un certain nombre de citoyens. Et quand on dit citoyens, généralement c'est des ONG, en général, qui parlent au nom des citoyens. Donc il y a la volonté de mettre autour d'une table, y compris pour les processus d'expertise, des associations, des citoyens, donc entre guillemets, et des experts scientifiques. Ce qui est particulièrement dangereux, évidemment. À mon avis, c'est dangereux, peut-être pas pour l'opinion publique, ça va complaire à l'opinion publique, mais c'est dangereux pour l'intérêt général. Il y a des moments où l'intérêt général et l'opinion publique ne vont pas dans le même sens. Ce sont des moments historiques pour la démocratie où on a besoin de politiques. On a besoin de politiques qui ont un peu de courage. Il y a beaucoup de politiques, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est capable de décider en faveur de l'intérêt général, y compris contre l'opinion publique, s'il le faut. Alors, pourquoi je m'étonne de ces positions sur la démocratie participative et délibérative? C'est qu'elles se fondent seulement sur la question du bien et du mal, et jamais sur la question du vrai et du faux. Elles ne se posent jamais des questions techniques en termes de psychologie sociale du groupe. Alors que c'est un domaine qui est extrêmement documenté. Nous savons qu'il existe toutes sortes d'effets pervers dans la décision. Alors, je n'ai pas le temps de développer, ce qu'on appelle les effets de cascade, les effets de polarisation, la mutualisation de l'erreur, par exemple, l'amplification des biais cognitifs. Nous savons, je vais vous donner un seul exemple. Nous savons assez bien que, parce que là aussi, ça fait à peu près une 60aine d'années qu'on travaille sur ces questions, que l'esprit humain, naturellement, va avoir tendance à très mal percevoir des situations probabilistes, et en particulier les très faibles probabilités, ce qu'on appelle les courbes de Prelec. Nous savons que les très faibles probabilités ont tendance à être multipliées intuitivement par nous tous ici, avec un coefficient de 10 ou 15. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Naturellement, nous allons mal concevoir ces très faibles probabilités. Donc, dès lors que vous organisez un débat public autour, par exemple, d'un risque technologique non avéré ou une incertitude technologique, on n'arrive pas même à probabiliser, mais on admet que la probabilité de risque est faible. Par exemple, la contamination des eaux, de la nappe phréatique, par l'exploitation des gaz de schiste. On sait qu'aujourd'hui, les spécialistes nous le disent, la probabilité, elle n'est jamais nulle, le risque zéro n'existe pas, mais elle est devenue très très faible compte tenu des capacités techniques que les exploitants ont et dont ils ont d'ailleurs fait la preuve ailleurs dans le monde. Mais on ne peut pas dire, le grand jeu des donneurs d'alerte va être de dire, oui mais le risque n'est pas nul. Et à partir du moment où vous admettez publiquement, parce que vous ne pouvez pas faire autrement si vous êtes un menteur, que le risque n'est pas nul, vous allez immédiatement, je dirais, savonner la pente, exciter en quelque sorte une disposition mentale que nous avons en nous tous, qui est la multiplication intuitive des très faibles probabilités. Donc si vous mettez de la démocratie délibérative là-dedans, vous allez avoir une convergence en quelque sorte de ce biais et donc l'impression que c'est du bon sens qui s'exprime alors que c'est un dérapage mental. Juste pour vous faire comprendre
En quoi peuvent consister ces dérapages mentaux? Parce que ça reste un peu abstrait. Je vous demande de me croire, après tout, qu'on multiplie intuitivement les probabilités par 10 ou 15, mais je pense que vous ne le sentez pas. Je vais vous faire sentir ce que c'est qu'un biais cognitif, si vous voulez, en vous posant le problème le plus simple que je connaisse, et qui n'a rien à voir avec votre niveau d'études. D'ailleurs, je prends le risque, puisque je sais que l'Assemblée est d'un très bon niveau intellectuel, je prends le risque de vous poser ce petit problème. Vous savez qu'il y a un piège en plus. Supposons une batte de baseball et une balle de baseball. Ensemble, elles valent 110 €. D'accord? Vous visualisez? C'est un problème très classique que vous connaissez peut-être. Elles valent 110 € et je sais que la batte de baseball coûte 100 € de plus que la balle. Donc combien coûte la balle? Voilà. Donc il y a ceux qui connaissent déjà le problème, ou alors qui pensent très vite. Ouais, vous pensez 5, mais généralement, et vous avez raison, hein, vous avez raison, c'est bien 5 la bonne réponse, mais intuitivement, même si vous avez pensé 5, il y a une suggestion très forte qui vient à votre esprit qui vous dit 10. Hein. Et ça, je ne prends pas beaucoup de risques à le faire parce que ce sont des choses qui ont été testées, y compris avec les étudiants de Harvard, des esprits qui sont très bien constitués, comme vous pouvez le supposer, et ils tombent majoritairement dans le piège intuitivement. Bah, évidemment, si je vous donne un stylo, un papier, que je vous laisse une demi-heure pour réfléchir, c'est une simple question d'addition. Hein. Donc vous voyez que le niveau d'étude n'est pas impliqué, mais vous voyez que nous avons en nous des intuitions très fortes et très trompeuses. Alors imaginez là, vous aviez des raisons de vous méfier, je vous l'avais dit, etc. Donc vous êtes méfié de cette intuition, mais probablement un certain nombre d'entre vous ont quand même entendu cette intuition. Ils se sont dit, il ne faut surtout pas que je dise 10, mais c'est la première idée qui me vient quand même à l'esprit. Rassurez-vous, alors moi je tombe dans tous les pièges, hein, donc je ne me mets pas sur une tour d'ivoire de ce point de vue, et heureusement, sinon je ne pourrais pas travailler sur le sujet. C'est-à-dire je ne pourrais pas comprendre de l'intérieur ces erreurs, mes contemporains, pourquoi ils font des erreurs. Donc moi je fais toutes sortes d'erreurs de ce point de vue, et c'est assez normal, parce que le cerveau humain est constitué en réalité comme ça. Donc dans un espace public, quand en plus il y a un sillon narratif, une histoire qui a été creusée, et qu'en plus vous avez des passions idéologiques, ben vous avez très facilement la démocratie délibérative qui nous emmène vers, certes, encore une fois, l'opinion publique, mais pas vers l'intérêt général. Voilà. Donc le troisième point que je voulais développer, et puis je m'arrêterai là-dessus pour qu'on puisse un peu discuter, c'est en fait que paradoxalement, toutes ces conditions technologiques, les conditions donc profondément démocratiques, hein, puisque c'est bien le triumvirat démocratique, c'est pour ça que je parlais de maladie génétique de la démocratie, parce que ces trois revendications fondamentales de la démocratie, vous les trouvez dans les textes des grands orateurs dans la Révolution française. Hein. Je vous rappelle que la volonté de contrôler le politique par le peuple, c'est ce qui a savonné la pente de la terreur. Et quand on voit aujourd'hui les questions de transparence, par exemple, qui sont imposées, on a l'impression, et qui ont d'ailleurs été imposées ailleurs dans le monde, on a l'impression qu'on est sur une pente irréversible de ce point de vue. Et je pense qu'elle l'est. Je pense que cette pente est irréversible. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu pessimiste. Mais le côté optimiste, c'est que je pense qu'il y a un bras de fer qui s'est engagé entre ce que j'appelle la démocratie des crédules, qui n'est qu'un horizon pour l'instant un peu effrayant, mais on n'est pas encore tout à fait dedans, et la démocratie de la connaissance. Ce bras de fer, je ne sais pas quelle va en être l'issue. Ce que je sais, c'est qu'au cœur de ce bras de fer se loge la façon dont notre cerveau fonctionne, intimement. Par exemple, ce biais cognitif que je vous ai mentionné, nous pouvons en être victimes, nous pouvons avoir cette intuition, mais nous pouvons aussi, et c'est ce qui est la grandeur de l'homme, parce que moi je crois au libre arbitre, je crois à la liberté de penser à un moment donné, ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte même quelque chose, je vais vous dire, ça a été mesuré en glucose. Hein. On sait que c'est le cortex préfrontal qui doit s'activer pour rétro-juger sur des intuitions du cortex, du cerveau, enfin des zones sous-corticales du cerveau. Donc c'est très précis ces questions. On sait que c'est tout à fait possible. Et donc je pense que ce qui nous conduit vers la démocratie des crédules est aussi la matière qui peut nous conduire vers la démocratie de la connaissance. C'est là que le bras de fer se joue dans l'intimité de nos cerveaux. Donc il y a toutes sortes de dispositions politiques à prendre sans doute, mais je crois que c'est fondamentalement une question d'éducation. Et ce qu'on appelle aujourd'hui trop facilement l'esprit critique, puisque les grands systèmes éducatifs ont été développés en voulant créer de l'esprit critique dans nos jeunes esprits, ce qui est bien, mais en réalité, quand on regarde les programmes, quand on regarde comment ils sont constitués, on apprend surtout à se méfier de la parole officielle, à défaire la parole officielle, c'est-à-dire à voir qu'est-ce qu'il y a sous. Analyser ce texte littéraire et chercher le sens sous le sens apparent. Analyser ce texte historique et chercher le sens. Tout ça sont des étapes qui sont sans doute absolument nécessaires pour constituer un esprit critique, mais si on laisse cet exercice à ce niveau-là, ce qu'on crée surtout, c'est une forme de nihilisme mental. C'est-à-dire peu à peu, un doute perpétuel sur tout. Et je vous dis entre parenthèses que les croyances dont je vous ai parlé lors de cette petite conférence
elles sont souvent corrélées au niveau d'études. Et ça, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, plus votre niveau d'études est haut, plus vous avez des chances, dans la société française en tout cas, d'endosser toutes sortes de croyances bizarres. C'est vrai pour l'astrologie, les pouvoirs de l'esprit, pour la technophobie, c'est vrai pour l'homéopathie, pour le monstre du Loch Ness. C'est vrai aussi des membres qui appartiennent aux sectes. On dit quelquefois c'est le désespoir psychologique ou la bêtise qui conduisent les individus vers les sectes, mais ce n'est pas vrai statistiquement. C'est même pas vrai pour le terrorisme. On dit que c'est la misère et le manque d'éducation qui inventent le terrorisme. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La pensée extrême » sur ce point. C'est faux. La caractéristique moyenne, bon, il y a des contre-exemples comme Mohamed Merah par exemple, mais la caractéristique moyenne des terroristes sont des gens qui ont un niveau d'études supérieur à la moyenne nationale et généralement qui viennent de classes plutôt aisées. Et ça, c'est vrai pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite, mais c'est vrai aussi pour le terrorisme islamiste. Des gens comme Scott Atran ou Sageman, qui ont fait vraiment des enquêtes très documentées sur les membres d'Al-Qaïda, l'ont montré. Tout ça, c'est très contre-intuitif, mais c'est pour vous dire que je ne suis pas contre l'éducation, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas pour qu'on arrête d'éduquer nos contemporains. Ce n'est certainement pas la solution. Là, je veux dire, le remède serait bien plus terrible que le mal dont je parle. Mais il ne faut pas aussi avoir la naïveté de dire « il suffit de faire des études, il suffit de s'informer ». Non. Il faut, dans ce labyrinthe de l'information, il faut avoir le bon fil d'Ariane. Et malheureusement, nos intuitions mentales ne nous donnent pas toujours le bon fil d'Ariane. Elles nous conduisent plutôt vers des croyances étranges et un peu, disons, des produits frelatés sur le marché, plutôt que vers la connaissance orthodoxe et la pensée méthodique. Je pense qu'une des voies, pas la seule, mais une des voies fondamentales à long terme, c'est de repenser le système éducatif pour qu'il donne à ces esprits qui sont en train de se former l'occasion, à chaque fois que c'est possible, de se confronter aux obstacles intellectuels que constituent certaines propositions de la science. Songez à la théorie de l'évolution, la théorie de Darwin, qui est très contre-intuitive en réalité. Nous croyons tous que nous avons compris la théorie de Darwin, mais en réalité elle est très contre-intuitive. Moi j'ai travaillé là-dessus, sur la réception de cette théorie. Et même nos contemporains, on se moque des Américains parce qu'ils sont créationnistes, etc. Mais en fait, les Français croient être darwiniens, mais ils sont lamarckiens, naturellement. Ils sont finalistes. Et donc là aussi, il y a des biais cognitifs qui se logent. Je pense qu'on peut se saisir de chaque occasion dans le système éducatif pour offrir à l'élève l'occasion de construire le vrai esprit critique. En quoi consiste le vrai esprit critique? Ce n'est pas défaire toute parole officielle, ça peut être une étape. Le vrai esprit critique consiste surtout à se méfier de sa propre pensée.